Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et si la Russie pliait face à l'Ukraine? Pourquoi pas? Nous en parlons avec notre invité, le colonel Per de Jong, ancien chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine, auteur de Agir entre les lignes. Bonjour colonel. Bonjour. Bon, je suis allé volontairement loin, et si la Russie pliait face à l'Ukraine? Mais ce qu'il se passe ces derniers temps, quand même, alerte sur un possible changement de rapport de force, déjà d'un point de vue général. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que le discours russe a changé quasiment en quelques jours, puisqu'on voit que, Prigojine, il y a 2-3 jours, a émis clairement l'hypothèse d'une catastrophe, d'une contre-offensive ukrainienne, donc en expliquant que la Russie n'était pas prête. Et puis la deuxième partie, c'est qu'on voit bien que le Kremlin émet des messages d'inquiétude dès lors que il y a des attaques potentielles de drones, etc. Donc, l'assassinat putatif de Poutine, si vous voulez, met un cran au-dessus. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de message d'inquiétude qui est émis par les Russes. L'actualité, ce sont bien sûr ces 2 drones qui ont visé le Kremlin. Alors, des explosions. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu assassiner Poutine. Zelensky dément. Écoutez, c'était ce matin chez nos confrères de France Télévisions, dans les 4 vérités, Marina Ovsianikova, journaliste russe en exil. Elle ne pense pas que c'est une mise en scène de la Russie, parce que on a du mal à y croire. Écoutez. L'attaque des drones sur le Kremlin a jeté une honte sur le système de défense aérienne russe, de la même façon qu'en 1997, Mathias Rust a atterri sur la place Rouge. Je ne pense pas que cela a été monté de toutes pièces par le Kremlin, parce que c'est honteux. Oui, colonel Per de Jong, on se souvient de cet avion de l'allemand Mathias Rust, qui avait pris d'ailleurs 4 ans de travaux forcés. La question, c'est est-ce que les Russes ont été capables de mettre ça en scène pour accuser les Ukrainiens? Non, visiblement, dit cette journaliste. Alors, il y a 2 hypothèses, évidemment. La première hypothèse, c'est la mise en scène venant de la part des Russes, pour leur donner un prétexte de mener des opérations extraterritoriales, mais il ne faut pas très bien l'intérêt. Au contraire, ça démontre une forme de fragilisation, une fragilité. Et il est vrai qu'il y a quelques semaines, on avait assisté à la mise en place dans le Kremlin et à Moscou, on avait assisté à la mise en place de systèmes solaires, donc destinés à détruire des avions ou des drones. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de... Les Russes prennent en compte très sérieusement cette menace récurrente. Maintenant, la deuxième hypothèse, évidemment, c'est une opération que mènent les Ukrainiens. Les Ukrainiens, si vous voulez, sont bombardés depuis 1 an. Ils sont clairement dans une situation de pays assiégés, de pays attaqués. Et donc, ils répliquent, ils font la guerre. Et c'est très surprenant de la part des Russes de venir aujourd'hui pleurnicher en expliquant qu'ils sont attaqués par les Ukrainiens. Gardons, alors, il y a une espèce de décalage, quoi. Oui. Ça paraît très bizarre. Effectivement, mais gardons cette option d'une attaque ukrainienne, par exemple. Vous nous confirmez, colonel Per de Jong, que il est impossible, on va dire la frontière ukrainienne est à 700 km de Moscou, il est impossible d'envoyer un drone. C'est forcément quelqu'un qui s'est infiltré dans le territoire moscovite. Alors, tout dépend de la taille du drone. D'ailleurs, vous avez les drones mâles qui font des centaines de kilomètres. Là, aujourd'hui, les Russes n'en sont pas dotés, mais les Ukrainiens n'en sont pas dotés. Mais vous avez vu qu'ils avaient mené quelques opérations sur des aéroports russes il y a quelques mois déjà. Donc, en fait, les Ukrainiens, ils savent très bien bricoler, entre guillemets, les vieux matériels russes. Ils savent très bien les recycler. Et on peut très bien créer un drone. Un drone, c'est quoi? C'est un avion qui vole, mais sans pilote. Donc, il est guidé par GPS, il est guidé par une technologie qui est mise à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une technologie qui est extrêmement élaborée. Il faut simplement mettre les coordonnées d'un objectif. Ouais. Le deuxième point, c'est les 2 drones. Moi, je ne les ai pas vus personnellement. Bon, ils sont assez petits, paraît-il. Ils sont assez petits. C'est ce que je vais vous dire. Donc, c'est des drones de taille intermédiaire. Ça, c'est pas très compliqué. Il faut arriver à quelques dizaines de kilomètres de Moscou, ce qui n'est pas très compliqué, vous savez. Et puis, vous les montez, puis vous mettez en place le système. Ça veut dire quoi, ça, en fait? C'est que techniquement, d'abord, c'est vrai que l'usage des drones est un usage qui est facile. On peut mettre 2, 3, 4 drones. C'est extrêmement compliqué de les intercepter. Pourquoi? Parce qu'ils volent très bas. Ils volent assez doucement, ils volent très bas. Et puis, ils ont une empreinte qui est relativement faible. En fait, les radars, c'est extrêmement difficile pour les radars de les capter dès lors qu'ils sont petits. Oui. Ça, c'est le premier point. Peu détectable, finalement. Peu détectable. Oui, ils volent doucement, ils volent assez. Vous savez, vous avez un drone qui a 10-15 mètres,
quand il est passé, vous l'entendez, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, les temps de réaction, puis encore une fois, la signature du drone est telle, c'est qu'il est extrêmement difficile, si vous voulez, de le capter, surtout s'il vole au-dessus d'une ville. Ce qui est le cas s'il devait attaquer le Kremlin ou éventuellement attaquer la datcha de Poutine, ce qui n'était pas du tout impensable. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que les Ukrainiens veulent porter le fer du côté russe. C'est pour ça qu'il y a une forte crédibilité sur une attaque ukrainienne, parce qu'on voit bien qu'ils veulent décaler le problème. Depuis les salves de missiles de la semaine dernière en Ukraine, on voit bien qu'ils veulent décaler le problème et donc les attaquer. Donc le drone, c'est quasiment le modèle idéal pour déstabiliser l'adversaire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire de façon assez brillante. Ça change la face d'une guerre, finalement, cette invention, le drone. Vous, militaire de référence, colonel Père de Jonc, vous nous dites qu'ils vont changer la face de la guerre, ces drones ? Et c'est déjà en train de changer. Vous savez, toutes nos armées occidentales le prennent en compte, parce que le drone fait du renseignement, il vole longtemps. Si on le détruit, il n'y a pas de pilote à bord. Tout ça, donc il y a plein d'avantages dans le drone. Et puis les coûts ont baissé. Vous savez, au départ, c'est des Rolls-Royce. Je prends les engins comme le Reaper, les engins américains. Ça vaut des centaines de millions ou des dizaines de millions d'euros. Là, l'avantage, on a des engins qui valent rien, qui valent 2000, 3000, 5000 euros. Vous mettez une charge de 15-20 kilos dessous et c'est parti, ça vole. Donc en fait, il y a une forme de rusticité qui est extrêmement difficile, si vous voulez, à arrêter. Et le deuxième point, c'est la notion d'attaque en essaim. Parce qu'on n'envoie jamais qu'un seul drone, on va en envoyer une dizaine ou une vingtaine. Et ça, c'est valable partout pour protéger les États, On voit bien qu'il y a une nouvelle manière de faire la guerre avec des drones qui sont faits des robots volants. Oui, très intéressant. Alors revenons sur cette contre-offensive prévue, anticipée, annoncée au printemps par l'Ukraine. Nous y sommes. Bon, les premiers bombardements, alors il y a eu des voies de communication russes, des réserves pétrolières. Est-ce que ça annonce clairement quelle est stratégiquement la logique de ce qui se passe concernant l'Ukraine? C'est je commence à frapper et après je frappe fort? Alors effectivement, il y a deux lectures des attaques récentes ukrainiennes. La première sont des tirs de réplique suite aux salves de missiles qui ont été lancés sur les grandes villes ukrainiennes la semaine dernière. On veut dire des mesures de rétorsion. Toutefois, les Ukrainiens ont clairement dit, la chef d'état-major de l'armée ukrainienne a clairement dit que c'était les prémices, si vous voulez, de la contre-offensive, puisque c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont dit. Il est vrai que si vous lancez une contre-offensive comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut pour les Ukrainiens? Il faut simplement d'établir un rapport de force favorable à un endroit donné pendant un temps donné. Concrètement, les Russes sont allés sur 900 ou 1000 km et les Ukrainiens, eux, doivent se concentrer. Donc en fait, il faut qu'ils trouvent le bon endroit. C'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, avant de lancer une attaque comme ça, de blindés, etc., d'infanterie, d'artillerie, etc., il faut impérativement, si vous voulez, travailler ce qu'on appelle les arrières. Concrètement, c'est la doctrine américaine, qui s'appelle Airland Battle. Donc c'est la doctrine qui vise, si vous voulez, à taper sur les centres logistiques, à taper sur les centres de commandement, en fait, à désorganiser l'adversaire à l'arrière. Oui, et après seulement, on s'occupe de l'avant. Donc effectivement, cette semaine, l'ensemble des attaques ukrainiennes en direction des forces russes qui sont implantées en Ukraine, dans le Donbass et ailleurs, et bien sûr en Crimée, et à Sébastopol, c'était comme énorme, et en particulièrement le dépôt de carburant, on voit bien que ça peut être considéré comme les débuts d'une attaque. Colonel Père de Jonc, vous venez de dire version américaine, etc., etc. Bon, depuis quelques mois, il y a une formation donnée par les Occidentaux pour les militaires ukrainiens. Est-ce que finalement, on est aussi arrivé au temps où ça y est, ils ont les moyens, ils ont la formation, c'est maintenant? Alors écoutez, d'abord le temps le permet, parce que le printemps arrive, donc ça va se jouer pendant 2-3 mois, après c'est terminé. Donc encore une fois, s'ils veulent faire une contre-offensive, c'est maintenant. Ça c'est le timing, comme on dit. Ouais. Le deuxième point, c'est qu'ils ont été formés relativement bien. Le deuxième point, c'est qu'ils ont les moyens. Alors moi, je vois les chiffres qu'on me donne sont assez faibles. On parle de 250 engins blindés, de chars lourds, pourquoi pas. On me parle de 1500 transports de troupes, c'est pas mal. Tout ça, ça fait que 3, 4, 5, 10 brigades maximum. Et une brigade, c'est pas la bataille de course. Ce que je veux dire, c'est que ça me paraît relativement faible. Ceci étant dit, ce que je ne connais pas, ce qu'on ne connaît pas, et que les Ukrainiens connaissent peut-être, c'est l'état de désorganisation de cette armée russe. Oui. On assiste, si vous voulez, à une espèce d'armée russe qui est totalement fragile, qui ne sait pas manœuvrer, qui ne sait pas s'organiser, qui n'a pas de soutien de ses hommes, etc. Donc ça, c'est la très grande surprise. Et ça, je pense que les Ukrainiens ont de bonnes informations, et ça,
C'est ça qui leur donne confiance actuellement, c'est qu'ils ont compris que cette armée russe n'avait pas le moral. Bon, nous sommes de toute évidence à un tournant. Dernière question, bon, c'est un petit peu le fantasme général, c'est-à-dire qu'on a bien vu que cette attaque de drone, volontaire ou pas, enfin bref, sur le Kremlin, pouvait viser directement Vladimir Poutine. Il se trouve qu'il ne dort pas au Kremlin, donc, mais est-ce qu'un jour il est possible d'imaginer qu'il y ait une attaque directement à l'encontre de Vladimir Poutine ? Alors oui, ça ne me paraît pas totalement inenvisageable, entre guillemets. Simplement, il faut un renseignement d'une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, il n'y a que les anglo-saxons, les Américains qui sont capables de leur donner. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, tous les moyens technologiques, techniques ont été mis en place. Et aujourd'hui, ce pays, la Russie, et le Kremlin et bien évidemment Moscou sont totalement, je dirais, pas sous contrôle, mais surveillés. Et donc bien évidemment, si un jour il y avait un renseignement de grande qualité, il n'est pas impensable qu'une organisation, qu'un système ou qu'une structure XYZ puisse éventuellement lancer une opération contre Poutine. Très intéressant. Merci, colonel Père de Jong, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Nous suivrons évidemment l'évolution de cette nouvelle partie du conflit. Vous réagissez au 0826 300 300 sur Sud Radio. Vous êtes les bienvenus. Tiens, nous allons parler aussi de nos adolescents. Dans un instant, le ministre de la Santé favorable à l'interdiction des cigarettes électroniques. Oui, il faut peut-être arrêter la tendance. C'est-à-dire qu'on remettrait nos enfants à la cigarette. Il ne faut pas abuser quand même. Dites-nous ce que vous en pensez. On y revient dans un instant.